sur le commencement du monde. L'origine de la planète. L'apparition de l'homme. Peut-on la dater ou trouver des preuves? Quel degré de culture l'homme a-t-il atteint? Un navire océanographique ultramoderne part à la recherche des traces du passé. Nous voulons découvrir les dangers cachés au fond de la mer et comprendre comment un phénomène naturel peut détruire toute une civilisation. Nous visitons des régions où les forces de la nature ont toujours menacé la civilisation. Des chercheurs recueillent des données et conduisent des expériences sur les grands phénomènes naturels pour savoir ce qui a causé la pire catastrophe de l'Antiquité. L'apocalypse de l'Atlantide, le continent perdu. Un géologue américain tente de résoudre enfin cette énigme. Un nom est indissociable du mythe des Atlantes, celui de Platon, le philosophe grec. C'est lui qui a relaté la disparition de l'Atlantide, le continent perdu. L'île de l'Atlantide a atteint un très haut degré de civilisation. Elle compte 10 royaumes avec une grande capitale commune. Mais les Atlantes sont devenus laids et orgueilleux. Et Zeus a décidé de les punir. Aucun ne réchappera de la terrible catastrophe naturelle qui s'abat sur eux. Dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, l'Atlantide s'abîme dans la mer. Depuis, d'innombrables érudits ont cherché à localiser l'île mythique. À l'époque de Platon, le monde connu se limitait au pourtour méditerranéen. La seule catastrophe avérée, comparable à celle décrite par Platon, a touché l'archipel de Santorin. Une éruption volcanique l'a partiellement détruit. Hawaï est un archipel d'origine volcanique. Il est situé dans l'une des plus jeunes régions géologiques de la Terre. Ici, le feu volcanique est source de vie. Des ruisseaux de lave en fusion traversent un désert de lave refroidie et forment des mares rougeoyantes dans les dépressions. Ces forces ancestrales sont un exemple de ce qui a pu se produire pour l'Atlantide. L'université d'Hawaï est située à l'ombre d'un volcan. Le géologue Floyd McCoy a toujours été fasciné par le volcanisme. Les particules les plus fines peuvent fournir des informations sur l'activité volcanique d'une région et ses effets généralement dévastateurs. Qu'est-ce qui cause la naissance et la mort des îles? Floyd McCoy étudie une carte de l'archipel de Santorin. L'île principale, également appelée Santorin, est en forme de croissant. Elle encercle des îles plus petites. Floyd McCoy recherche l'Atlantide depuis longtemps. De nombreux indices la situent dans la partie orientale de la Méditerranée. Mais cette hypothèse est-elle étayée par des preuves géologiques? Ou le continent perdu n'est-il qu'un mythe, comme d'aucuns l'affirment? Un mythe est une histoire fondatrice qui correspond toujours à une réalité. Dans le cas de l'Atlantide, cette réalité est un cataclysme d'une ampleur incroyable, qui pourrait très bien se reproduire bientôt. L'humanité serait-elle menacée?
L'activité volcanique d'Hawaï est une preuve manifeste des forces destructrices de la planète. Les régions côtières du monde sont menacées par des raz-de-marée et des tsunamis qu'on ne sait pas prédire. 2 fois déjà, Floyd McCoy a vu Hilo, sa ville natale, détruite par la mer. La première fois, c'était le 1er avril 1948 à 13h04. Il avait 8 ans et s'est précipité sur la plage. Ce qu'il a vu l'a marqué à vie. Un gigantesque tsunami a déferlé sur Hawaï. Personne n'avait su le prévoir. Pris de panique, le petit Floyd a couru se mettre à l'abri et a survécu. Aujourd'hui, Floyd McCoy nous montre les brise-lames construits au sud de Hawaï pour casser les raz-de-marée. Toute une ville s'étendait ici autrefois à la place de ces espaces verts. Le tsunami l'a englouti, faisant 62 morts. L'eau s'est retirée. Elle a frappé la grande vague qui arrivait du large et ensemble, les 2 vagues ont formé un immense raz-de-marée. C'est là qu'on s'est mis à fuir parce qu'on était en danger ici. Tikanda a aujourd'hui plus de 90 ans. Il n'a pas pu sauver son père à l'époque. Mon père est mort dans ce raz-de-marée. Tous les jours, je prie pour lui et les 61 autres victimes. L'horloge est restée arrêtée sur 13h04. Los Angeles et sa banlieue comptent 18 millions d'habitants. En 1994, un tremblement de terre a fait 57 morts et 12 000 blessés. L'Université du Sud de la Californie abrite un centre d'alerte anti-tsunami. On utilise à la fois les modèles sur ordinateur et les travaux sur le terrain. On a beaucoup appris des récents tsunamis. Le tsunami de Noël 2004 a bouleversé le monde entier. C'était un cataclysme d'une violence inouïe, qui a fait 300 000 morts. Au début, la vague ne va pas vite et les gens ne se sentent pas menacés. Ils pensent avoir le temps de fuir. On voit même une voiture qui tente de traverser. Le conducteur n'a pas peur. Mais brutalement, le tsunami s'accélère. Il charrie des débris, des morceaux de bois, des voitures, des décombres de bâtiments. D'après les survivants de ce type de catastrophe, on a l'impression d'être dans une bétonnière. C'est extrêmement difficile de s'en sortir, même pour les bons nageurs, à cause des débris qui arrivent de partout. À l'origine des tsunamis, 2 plaques lithosphériques sous-marines qui se chevauchent et produisent une immense tension. Le séisme secoue la Terre sur environ 1200 km de long. C'est immense, presque la longueur de l'Allemagne. C'est peut-être de cette manière qu'a disparu l'Atlantide. À Chypre, des chercheurs et des étudiants préparent une expédition scientifique. Le Maria S. Merian, un navire océanographique allemand, va croiser dans l'est de la Méditerranée durant 4 semaines. Des conteneurs entiers d'instruments scientifiques sont chargés à bord. Le chef de l'expédition répartit les tâches avant le départ. L'objectif est d'étudier les mouvements des plaques lithosphériques qui ont pu provoquer la disparition de l'Atlantide. À bord, un centre de recherche collecte toutes les informations. Des milliers de données sont saisies dans les ordinateurs pour obtenir une carte d'ensemble du fond marin.
Voici la carte des environs de l'île de Chypre. On utilise des procédés d'imagerie sismique pour créer des images en 2 ou 3 dimensions de l'intérieur de la Terre. C'est comme la radiographie médicale qui permet de voir à l'intérieur du corps, sauf que nous regardons à l'intérieur de la Terre. Un câble hydroacoustique de 600 mètres de long est plongé dans l'eau. Il contient des milliers de microphones. Des canons à air cylindrique sont ensuite plongés dans l'eau. Ils sont accrochés à des bouées qui les maintiendront à la surface. Ces canons acoustiques produisent des vibrations sans causer de dommages à l'environnement. Ce sont les échos de ces milliers de déflagrations que le câble hydroacoustique va enregistrer. La Crète se trouve dans la zone la plus plausible pour l'Atlantide. Floyd McCoy explore sa côte méridionale. Si un cataclysme a fait disparaître l'île mythique, le sol crétois devrait en avoir gardé la trace. Floyd McCoy pense que l'histoire géologique de l'île est plus mouvementée qu'on ne le croit. 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, des archéologues ont découvert des traces de peuplement très anciens. Or, des sédiments découverts par Floyd McCoy indiquent que l'endroit était autrefois au niveau de la mer. La plaque africaine est tout près. Elle remonte vers nous. Elle plonge sous la crête et la pousse vers le haut. Ce mouvement s'accompagne de violents séismes. La catastrophe de l'Atlantide n'a pas été un phénomène isolé. Les premiers peuplements humains en Crète datent d'il y a 110 ou 120 000 ans. Autrement dit, la Crète était habitée à l'époque où ces sédiments se sont déposés. Les Crétois ont donc vécu des séismes majeurs. Pendant des générations et des générations, ils ont vu toute l'île se soulever. La civilisation minoenne s'est développée à l'âge de bronze, dans l'est de la Méditerranée. Des archéologues fouillent un village minoen sur l'île de Moklos, au nord de la Crète. On sait peu de choses des Minoens, mais une découverte faite près d'ici il y a 30 ans a fait sensation. Apparemment, les Minoens pratiquaient le sacrifice humain. On a pu reconstituer l'histoire suivante. Un jeune homme est offert en sacrifice aux dieux. Les prêtres vont le tuer avec un poignard rituel. Mais au moment crucial, un séisme secoue la terre. Les prêtres parviennent tous à s'enfuir, sauf un. Cette découverte macabre a jeté une nouvelle lumière sur la civilisation minoenne. Les archéologues ont exhumé les ossements du jeune homme et du prêtre, ainsi que la lame du poignard. La lame est aujourd'hui exposée dans un musée. D'autres aspects de la civilisation minoenne restent obscurs. Nous sommes dans une nécropole minoenne. Pour Platon et ses contemporains, les sacrifices humains sont un péché d'orgueil, car seuls les dieux ont pouvoir de vie ou de mort sur les hommes. Or, Platon indique justement que les Atlantes sont coupables d'hybris, d'orgueil. C'est une piste importante pour Floyd McCoy, qui cherche des concordances avec le récit de Platon. Knossos était la capitale minoenne en Crète. C'était sans doute la cité la plus évoluée de son époque, avec un palais royal de 1200 pièces.
Knossos a survécu à des séismes et des éruptions volcaniques. À partir de ce qu'on voit aujourd'hui, on peut extrapoler le passé. Je propose le scénario suivant. La nature frappe. On dirait la fin du monde. Le ciel est rouge, il pleut des cendres, la terre tremble. On n'est pas prêt de l'oublier. Une civilisation avancée, balayée par un séisme. Les archéologues fouillent le passé de la Crète depuis quelques décennies seulement. Mais plus ils en apprennent sur les Minoens, plus ce peuple correspond selon eux aux Atlantes de Platon. Une figurine de bronze de l'époque minoenne a été mise au jour. Imaginez l'histoire suivante. Une famille est surprise par un séisme dans son sommeil. Cela commence par un nuage de cendres et de violentes secousses. Puis, l'enfer se déchaîne sur toute la cité. La famille tente de se mettre à l'abri. La cité est située au pied d'un volcan et menace de disparaître tout entière. C'est le début d'une nuit d'épouvante. Est-ce là le cataclysme relaté par Platon? La colère des dieux qui s'abat sur tout un peuple? Au milieu du chaos, la figurine de bronze tombe par terre. Les Minoens fuient en courant les maisons qui s'effondrent. Mais à l'extérieur, le danger est présent partout. Dans notre histoire, la figurine de bronze est sauvée des décombres. Certaines villes du monde continuent de vivre sous la menace perpétuelle d'un cataclysme. Naples, la ville au pied du Vésuve. Les pompiers partent en intervention. Ils craignent toujours une catastrophe majeure, car le Vésuve est actif. Le pire scénario serait une coulée pyroclastique, un mélange brûlant de gaz, d'eau et de solide s'écoulant à grande vitesse, comme l'explique Giulio Zuccaro. La température de l'écoulement est de 1000 degrés au moment de l'éruption, au sortir du volcan. Mais elle n'est plus que de 300 ou 400 degrés lorsqu'il atteint la zone urbaine. Image trompeuse d'un Vésuve paisible dans la baie de Naples. Le Vésuve est le seul volcan actif de toute l'Europe continentale. Son cône est caractéristique. Le sommet s'est effondré lors d'une éruption en formant une caldeira. Sur ses flancs, des gaz brûlants s'échappent des entrailles de la Terre par des ouvertures. La dernière grande éruption du Vésuve s'est produite en l'an 79 de notre ère. Elle a détruit Pompéi et Herculanum. Cet homme a trouvé la mort dans une nuée ardente. L'empreinte de son corps est un avertissement laissé aux générations futures. La vieille ville de Naples n'est qu'à quelques kilomètres du Vésuve. Rien ici ne laisse imaginer la menace constante qui pèse sur les Napolitains. Pourtant, un demi-million de personnes vivent à l'ombre du volcan. L'Observatoire de géophysique surveille l'activité du Vésuve depuis 2 siècles. La plupart des gens ne se rendent pas compte du danger. L'éruption de 1944 était de type strombolienne, sans écoulement pyroclastique. Ces écoulements ne pardonnent pas. À Naples, il a fallu évacuer 500 000 personnes. Le 18 mars 1944, des nuages de cendres et des coulées de lave s'abattent sur la ville de San Sebastiano, sur le contrefort du volcan.
La lave dévale cette rue et détruit toutes les habitations. Seule l'église est épargnée. Les plus anciens s'en souviennent tous. Ils se rassemblent devant la mairie, l'autre édifice à avoir survécu à la catastrophe. Tous les autres bâtiments ont dû être reconstruits, parfois à même la roche volcanique, comme ici. En 1944, les frères Zino avaient l'un 9 ans et l'autre 19. Soudain, on a entendu une explosion. Des pierres incandescentes ont volé au-dessus de nos têtes et certaines personnes assez grandes ont eu les cheveux en flammes. Le feu se propage. Des reporters américains filment ces images de destruction. On voulait savoir ce qui se passait. On a vu un vieillard avec une pipe en bouche. Même sa pipe a pris feu. Et il l'a jetée dans les flammes. Malgré tout, l'éruption ne fait aucun mort. Il n'y a que des dégâts matériels. Aujourd'hui, un nuage de fumée s'élève du pied du volcan. La protection civile intervient aussitôt. Elle est toujours sur le qui-vive à Naples. Mais le feu se révèle sans lien avec une quelconque activité volcanique. C'est un incendie de forêt d'origine inconnue. L'intervention aura servi d'exercice. Mais l'expérience montre que les éruptions volcaniques et les séismes s'accompagnent toujours d'incendies. La région des champs Flégréens près de Naples évoque l'antichambre de l'enfer. Nous sommes dans le cratère d'un volcan en ébullition. C'est un lieu étrange et inquiétant, mais sans danger tant que le volcan n'entre pas en éruption. Sous nos pieds, à environ 1500 mètres sous terre, il y a une nappe d'eau. Le grand nombre de fumerolles, de panaches de vapeur, montre que la zone est très chaude et très active. Au sol, une... À l'époque romaine, la région était habitée par de riches patriciens. Elle était également habitée au Moyen-Âge. Et c'est ainsi qu'on sait qu'elle a toujours été soumise à de grands mouvements, des soulèvements et des abaissements du sol. En 2000 ans, elle a bougé d'environ 20 mètres. Dans la mythologie romaine, les champs flégréens étaient la porte du monde inférieur. Ces derniers temps, le sol s'y soulève et s'abaisse, et l'activité du volcan est inquiétante. Une éruption peut survenir à tout moment. Le même phénomène provoque l'affaissement du temple de Sérapis à une vingtaine de kilomètres de Naples. Dans la baie de Naples, le sol s'est affaissé sous le niveau de la mer, plongé sur le site de Bailly, une cité romaine aujourd'hui engloutie. Platon connaissait-il l'existence de cette ville sous la mer? D'étranges sculptures hantent le fond marin. Le monde immergé est-il un mirage de l'Atlantide? Platon n'a-t-il pas écrit que l'île s'abîma dans la mer et disparut?
Les montagnes du sud de la Turquie. Ces immenses falaises ressemblent à une fantaisie de la nature. Des instruments de mesure sismique capables d'enregistrer les ondes acoustiques produites par les secousses les plus infimes. Un petit saut pour vérifier que tout marche bien. Demain aura lieu une grande expérience. 10 km plus loin, une autre équipe accomplit la même mission. En 2 autres endroits, des artificiers assemblent des bâtons de dynamite. Ils les introduisent ensuite dans un tube d'acier. « 560 kg de dynamite sont ainsi enfouis à 60 mètres sous terre. Le tube est scellé avec 8 tonnes de ciment. Le Maria S. Merian navigue en Chypre et la Turquie. Il dépose 34 sismomètres sur le fond marin. L'examen de la Turquie doit permettre de dresser un profil du sol dans un rayon de 2000 km. Nous effectuons des mesures sur terre et sous l'eau. Ça nous donne une coupe de l'écorce terrestre qui va du sud de Chypre au centre de la Turquie, à une centaine de kilomètres au sud d'Ankara. Cette coupe couvre tous les secteurs où il y a un mouvement des plaques lithosphériques et où on s'attend à une activité sismique. L'écorce terrestre est découpée en plaques qui dérivent. Les séismes, les éruptions volcaniques et les tsunamis sont provoqués par ces mouvements. Dans l'est de la Méditerranée, la plaque africaine pousse la plaque eurasienne. Les 2 plaques se chevauchent au fond de la mer. Floyd McCoy sillonne maintenant la côte orientale de la Crète. Ce sont les forces tectoniques qui ont donné naissance à ces montagnes. À chaque grande poussée, il y a un énorme tremblement de terre. C'est le signe d'un mouvement des plaques. Les secousses qui ont accompagné l'éruption dite minoenne il y a 3500 ans ont été ressenties dans tout le pourtour méditerranéen. Elles ont semé la terreur parmi les populations. Reprenons l'histoire de notre figurine de bronze. Les gens crient et courent dans tous les sens, paniqués. Il y a plus d'1 mètre de cendres au sol. De nombreuses personnes meurent dans l'effondrement des maisons. La figurine de bronze finit ensevelie sous les cendres. Des archéologues l'ont retrouvée il y a une 40aine d'années. Depuis, l'adorant de Tilissos est exposé au musée. Tête haute, il semble défier la nature. C'est en Égypte qu'est né le mythe de l'Atlantide. En l'an 600 avant notre ère, Solon, un homme d'État athénien, voyage au pays des pharaons. Les Égyptiens sont de chroniqueurs. Ils gravent leurs récits dans la pierre. Des prêtres égyptiens lisent.
De retour en Grèce, Solon rapporte cette histoire que Platon écrira 150 ans plus tard. Mais Platon écrit le récit de l'Atlantide alors qu'Athènes traverse une crise. Le berceau de la démocratie est en danger. La société est divisée, le rêve d'un État idéal brisé. Et si par son récit, Platon avait voulu mettre en garde les Athéniens contre leur propre décadence. Est-ce pour cette raison qu'il dépeint la... Que s'est-il réellement passé? Comment l'Atlantide a-t-elle sombré? Quel enfer a-t-elle vécu? La cité antique d'Éliki en Grèce avait disparu depuis longtemps. Les archéologues ont récemment retrouvé sa trace en découvrant un sanctuaire dans une grotte. Plus tard, la grotte a été utilisée comme chapelle par les premiers chrétiens. Des traces de peinture sont encore visibles au plafond. La cité antique a pu être localisée dans la plaine, entre la grotte et le golfe de Corinthe. Seule une partie de la ville a été mise au jour. Et il semblerait qu'Éliki a eu le même destin que l'Atlantide. Tout un secteur s'est effondré et a formé une cavité dans laquelle la mer s'est engouffrée. C'était une cité opulente. Je crois que Platon s'est inspiré de cette catastrophe. On retrouve la même combinaison d'éléments, le séisme et le tsunami. Platon précise aussi que le cataclysme a duré un jour et une nuit seulement, comme à Éliki. Fait important, Platon est contemporain du cataclysme d'Éliki. C'est une nouvelle donnée à prendre en compte dans les études sur l'Atlantide. Mais elle s'intègre bien à la théorie de Floyd McCoy. Le géologue américain continue de chercher des traces d'un tsunami sur les côtes crétoises. De manière totalement fortuite, il fait une découverte sensationnelle. C'est un beau mur. On a 3 belles pierres ici. C'est l'intérieur d'un bâtiment. Le mur vient d'ici, il est tombé là. Il a entraîné toutes ces autres pierres ici et là. Il y a des fragments de poterie partout. Un cataclysme. Un bouleversement a déplacé ces pierres. Qu'est-ce que ça pouvait être? Un tsunami. Cette animation montre un tsunami déferlant sur la crête. La vague atteint 15 mètres de haut et submerge la côte. L'onde d'un tsunami s'élève à l'approche des côtes. Quand elles sont peuplées, les conséquences peuvent être dramatiques. Mais les conséquences du cataclysme y sont encore visibles 3500 ans plus tard. Les murs et le toit de la plupart des bâtiments antiques détruits par un séisme s'effondrent à la verticale et ne bougent plus. Mais à Palai-Castro, comme récemment en Indonésie et au Sri Lanka, les décombres sont disséminés un peu partout.
L'onde destructrice du tsunami est venue du nord. Floyd McCoy au-dessus de la Méditerranée. Il rejoint l'archipel de Santorin dans les Cyclades, qui est au cœur de sa théorie sur l'Atlantide. En dépit du risque volcanique, l'archipel est peuplé depuis des millénaires. À l'âge de bronze, il était occupé par les Minoens. Cette coulée de lave date de 100 000 ans. Des éruptions volcaniques successives ont formé cette île, couche après couche. Il y a 3600 ans, des Minoens vivaient ici. À quoi ressemblait l'archipel? Vous voyez cette île au milieu? Elle était beaucoup plus grande. Elle s'était reformée après la première grande éruption, il y a 20 000 ans. Des éruptions mineures ont eu lieu dans les années 1920. Le séisme a détruit de nombreuses habitations. Nous croisons au-dessus d'une île de l'archipel engloutie par la mer. Paysage lunaire. Ces roches volcaniques forment le pourtour de Nea Kameni, une petite île formée il y a tout juste 500 ans. Des lichens, organismes primitifs, poussent sur la jeune roche volcanique. La végétation a conquis Nea Kameni en peu de temps. Mais il est vrai que les sols volcaniques sont très fertiles. Des gaz chauds sortent de trous dans le sol. Les Minoens utilisaient ces gaz pour chauffer l'eau et les habitations, ainsi que pour le thermalisme. Le volcan se reconstruit. Il produit des coulées de lave. Elles ne sont pas très fréquentes, mais dans 20 000 ans, cette île sera très grande. L'île centrale de Santorin se forme il y a 20 000 ans. D'après Floyd McCoy, les Minoens vont y construire la capitale de l'Atlantide. Le magma monte peu à peu des entrailles de la Terre. 17 000 ans plus tard, à la fin de l'âge de bronze, une énorme éruption se produit. 60 à 70 km3 de matière souterraine sont éjectés. Les cendres obscurcissent le ciel durant plusieurs jours. En provoquant un tsunami. L'onde se propage dans toute la Méditerranée. Les ondes partent de l'île. En 30 minutes environ, elles atteignent la crête. Puis, elles continuent en direction de l'Afrique du Nord. 1h30 plus tard, elles atteignent l'Égypte et Israël. En Israël, le sable a recouvert le port romain de Césarée depuis longtemps. Peut-on y retrouver des traces de l'éruption volcanique de Santorin? Des géologues israéliens plongent pour vérifier l'hypothèse du tsunami. Des carottes de sédiments sont prélevées à 8 mètres de profondeur. Maintenant, on a la preuve matérielle qu'il y a eu un tsunami. Les dates correspondent à l'éruption minoenne. Il n'y a plus de doute possible quant à la réalité et à la magnitude du tsunami. Il a été énorme et il a touché toute la Méditerranée jusqu'à sa limite orientale. Deuxième expérience. On commence par retirer la couche supérieure de sable. Puis, la géologue israélienne récolte à la main des sédiments très fins. Elle scelle les prélèvements sur site, sous l'eau.
Le lieu du prélèvement est noté avec précision, comme pour des fouilles archéologiques. Elle a affecté le climat et les récoltes et bien d'autres domaines de la vie quotidienne. Si une grande partie de la Méditerranée a été lourdement touchée, l'éruption du volcan et le tsunami ont dû être ressentis plus loin encore. Stonehenge, en Angleterre. Certaines théories établissent un lien entre l'Atlantide et les grandes civilisations mégalithiques de l'ouest de l'Europe. D'après l'une d'elles, Platon aurait eu connaissance de ces mégalithes et savait que les peuples qui les avaient dressés avaient disparu depuis longtemps. Mais Stonehenge a sans doute été déserté longtemps avant que le nuage de cendres de Santorin n'obscurcisse le ciel. En Bretagne, cette tombe est contemporaine des mégalithes. Elle date de 5000 ans avant notre ère. Des gravures dont on ignore la signification ornent ces murs. Il n'est pas impossible que les bâtisseurs de cette tombe aient été les mystérieux Atlantes de Platon. Même les grandes civilisations restent très vulnérables face à une catastrophe naturelle majeure. Aujourd'hui, cela signifie qu'un grand cataclysme lié au réchauffement de la planète, par exemple, pourrait changer l'avenir et la société en profondeur. Des dizaines d'éternités. Cela n'a pas empêché les tailleurs de menhir de disparaître, comme les mystérieux Atlantes de Platon. Le disque de Nebra, découvert tout récemment en Allemagne, pourrait avoir un lien avec un changement climatique majeur, même si l'hypothèse reste à confirmer. Ce disque est une représentation du ciel vieille de 3500 ans. Imaginez un rassemblement rituel à l'âge de bronze. Le disque de Nebra est le calendrier de la communauté. Mais ce jour-là, on l'enterre. Car, d'après une théorie à propos, le disque a toujours indiqué avec précision la période des récoltes. Mais cette année, il a échoué. Aujourd'hui, on sait que le ciel européen s'est obscurci des années durant. Retour en Turquie, sur les hauts plateaux d'Anatolie. Les artificiers tirent une mèche de 900 mètres de long. Au même moment, les chercheurs allemands finissent d'installer des appareils de mesure et des capteurs acoustiques dans le sol. Les deux équipes se sont synchronisées et le compte à rebours est lancé. 1 tonne de dynamite est enfouie à une grande profondeur. Après l'explosion, il faut quelques secondes que la... L'expérience est réussie. Les ondes ont parcouru des centaines de kilomètres dans le sol. Elles ont été enregistrées en Turquie et en mer. Les deux charges ont bien explosé. On a terminé. Bien, merci. Un autre travail commence maintenant. Il faut analyser les ondes acoustiques produites par l'explosion de la dynamite en Turquie. Les informations sont saisies selon différentes méthodes. Elles portent notamment sur la densité, la composition minérale et l'âge des roches traversées, ainsi que sur les mouvements du sol. Toutes ces données sont croisées pour obtenir une image d'ensemble complexe. Mais que nous apprennent-elles sur l'Atlantide? Il existe de probables théories sur l'Atlantide.
Nos résultats permettent d'en exercer. L'expédition a fait progresser la recherche géologique et les études sur le continent perdu. À Santorin, Floyd McCoy examine un rocher de pierre ponce. C'est un sous-produit de l'éruption minoenne extrêmement poreux et friable. On a là 4 ou 5 mètres de pierre ponce. Elle est tombée du ciel comme du pop-corn et a tout recouvert. La mer grondait. Elle s'est engouffrée dans l'île et ça a été la fin. L'île a explosé. C'était ce qu'on appelle une éruption de cette couche. L'explosion a pu durer 3 ou 4 jours. Ça a été l'enfer. Un incroyable volume de pierre ponce est éjecté et s'accumule à certains endroits sur 30 mètres de haut, écrasant toute vie. Voici une maquette d'Akrotiri, une cité de Santorin ensevelie sous la pierre ponce. Les ruines ne sont pas accessibles, mais il en existe une reconstitution dans un musée. La pierre ponce a conservé la cité. Elle est tombée sur les toits qui se sont effondrés. Les bâtiments béants se sont remplis de pierre ponce. Ensuite, l'éruption volcanique est devenue très explosive. Ça a explosé dans les hauteurs et des coulées pyroclastiques ont dévalé la colline et coupé le haut des bâtiments qui n'étaient pas ensevelis sous la pierre ponce. Ils n'emportent avec eux que le strict minimum, abandonnant maisons et œuvres d'art. Ces fresques ont été mises au jour il y a quelques décennies. La cendre volcanique les a conservées durant 3500 ans. Voici 2 antilopes qu'on peut admirer au musée. Les boxeurs. Ces fresques nous font découvrir le quotidien à l'âge de bronze. À l'époque des Minoens, l'île de Santorin était idyllique. Les terres étaient fertiles et la faune plus variée qu'aujourd'hui. La grande éruption du 2e millénaire avant notre ère en a fait un désert de pierre et de cendres. D'après moi, avec la fresque marine, les Minoens nous ont laissé une image de leur île avant l'éruption. On y voit une île au milieu d'une autre. Un canal les sépare. Eau chaude, métaux, bain de vapeur, chaleur pour l'hiver. Ça semble paradisiaque. Ça concorde avec la description de Platon. Nous pouvons maintenant reconstruire le scénario de la grande catastrophe. L'île centrale de Santorin remplissait presque tout l'espace vide du croissant. L'explosion du volcan détruit la capitale de l'Atlantide. Des cendres s'élèvent au-dessus de son cratère durant plusieurs jours. Puis, c'est de la lave en fusion qui s'en échappe. Les habitants rassemblent ce qu'ils peuvent et prennent la fuite dans le chaos général. Mais la terre se dérobe sous la cité. L'île tout entière, de forme ronde, s'abîme dans la mer, comme le décrit Platon. L'histoire s'est changée en mythe. Aujourd'hui, elle résonne comme une mise en garde, pour qu'il n'y ait pas un nouvel Atlantide, une nouvelle grande civilisation détruite par une catastrophe naturelle majeure.
le disque de Phaistos, qui pourrait bien être un faux. Un urgentiste français à la découverte des médecines traditionnelles du monde. Bonjour, Don Bernardo. S'il y a une fracture, comment est-ce que vous pouvez le savoir? C'est mon index qui le sait. De précieux échanges de savoir. Si elle supporte cette douleur,